de plus, c'est M. Gouma Jean-Pierre, prof de sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle leçon. Et donc, nous allons parler aujourd'hui des interférences mécaniques en terminale C et D. Lorsque nous avons le titre d'une leçon, la logique voudrait bien que nous puissions disséquer ce titre pour comprendre certainement le contenu de cette leçon. Alors, si je peux trouver un mot qui peut paraître un peu difficile ici pour certains, c'est le mot interférence. Et je vais prendre un exemple très simple. Lorsque deux personnes se chamaillent, vous ne pouvez pas régler un tel différent parce que les deux personnes parlent au même moment. Et donc, il y a deux sources qui émettent au même moment, donc il y a interférence sonore. Voilà pourquoi en physique, nous disons bruit plus bruit égale silence. Et lumière plus lumière égale obscurité. Et donc, à quel moment il y a interférence? Il y a donc interférence lorsque deux sources émettent au même moment. Donc, ce que nous aurons à étudier ici, nous allons voir deux sources qui vont frapper une nappe d'eau au même moment avec la même fréquence et on va regarder en son sein qu'est-ce qui va se passer et quelles sont les différentes questions que nous allons aborder dans cette partie du cours. Mais dans tous les cas, avant donc de rentrer dans le vif de notre leçon, nous aurons d'abord à définir les interférences mécaniques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par interférence mécanique? On appelle interférence d'onde le phénomène résultant de la superposition d'au moins deux ondes progressives. On appelle interférence d'onde. Effectivement, quand on parle de la surface qui est frappée par une source, cette source-là va émettre des ondes. Je vais m'arrêter momentanément. Je veux par exemple prendre une mare d'eau et lorsque un caillou vient tomber dans la mare, il y aura des ondes autour de ce caillou-là. Et donc, ces quelques vibrations que je viens de montrer, ce sont des ondes qui vont se propager sur cette nappe. Maintenant, si par contre, il y a une autre source, là c'est la source S1, là c'est la source S2, s'il y a une autre source ici, nous allons aussi constater qu'il y aura des ondes de part et d'autre de cette source. Et lorsque ces ondes vont finalement s'entrecroiser, alors en ce moment-là, on peut parler des interférences parce qu'il y aura superposition. Donc, les ondes issues de S1 et issues de S2 vont se superposer. Et tout dépendra donc à quel endroit ces ondes vont se superposer. Et ça, c'est dans la suite donc de la leçon. Je reviens donc sur la définition. On appelle interférence d'onde, virgule. 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 Le phénomène résultant de la superposition, le phénomène résultant de la superposition, le phénomène résultant de la superposition, le phénomène résultant de la superposition d'au moins deux ondes progressives, d'au moins deux ondes progressives, d'au moins deux ondes progressives de même nature et de même fréquence, de même nature et de même fréquence, de même nature et de même fréquence, de même nature et de même fréquence. Point. Voilà donc la définition des interférences ou encore de l'interférence d'onde. Et cette définition, justement, on peut faire de ça un texte à trous et vous allez compléter les trous par les mots manquants que l'on peut vous proposer ou encore on peut bouleverser cette définition et faire un réarrangement. Ça veut dire que ce n'est pas une définition à oublier. Point à la ligne. Pour que de telles ondes puissent interférer, elles doivent être cohérentes.
pour que de telles ondes puissent interférer, virgule, pour que de telles ondes puissent interférer, virgule, pour que de telles ondes puissent interférer, virgule, elles doivent être cohérentes. Elles doivent être cohérentes. Elles doivent être cohérentes. Elles doivent être cohérentes. Exemple. Exemple. Interférence d'ondes mécaniques. Ici, dans le titre, on pouvait aussi tout aussi bien dire interférence des ondes mécaniques. Mais pour simplifier un peu, on a pensé qu'il fallait directement mettre interférence mécanique. Mais ce sont les interférences des ondes. Interférence d'ondes mécaniques à la surface de l'eau. 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 Point. Une fourche. Donc, ce que nous avons ici comme schéma, que vous allez prendre après. Une fourche munie de 2 pointes. Une fourche munie de 2 pointes. Une fourche munie de 2 pointes est actionnée par un vibreur. Et donc, ce que nous avons ici, c'est le vibreur. Une fourche munie de 2 pointes est actionnée par un vibreur de pulsation oméga. Oméga est la pulsation. Mais quand nous regardons la formule de oméga, oméga c'est 2pi n, qui est égal encore à 2pi sur t. C'est pour vous dire que nous voulons bien parler de la fréquence. Donc, une fourche munie de 2 pointes est actionnée par un vibreur de pulsation oméga. Si ce vibreur a pour pulsation oméga, c'est-à-dire à une fréquence n ou encore à une période t, ça veut dire que S1 et S2 étant des sources cohérentes, ça veut dire que les deux sources ici ont la même fréquence, ont la même période. Une fourche munie de 2 pointes est actionnée par un vibreur de pulsation oméga. Point. Les 2 points créés en S1 et S2, les 2 points créés en S1 et S2, le verbe créer là, créer, les 2 pointes créées en S1 et S2 à la surface d'un liquide, des ondes qui se propagent, des ondes qui se propagent, des ondes qui se propagent. Les 2 points créés en S1 et S2 à la surface d'un liquide, des ondes qui se propagent. Voici les ondes qui se propagent. Les ondes ici de S1 se propagent de ce côté-ci entre S1 et S2. Les ondes ici de S2 également se propagent. Et la zone située entre S1 et S2, c'est cette zone qu'on appelle zone d'interférence. Donc, je disais, les 2 points créés en S1 et S2 à la surface d'un liquide, des ondes qui se propagent. Point. On peut alors observer le phénomène. On peut alors observer le phénomène. On peut alors observer le phénomène. On peut alors observer le phénomène résultant de la superposition de ces ondes. On peut alors observer le phénomène résultant de la superposition de ces ondes. On peut alors observer le phénomène résultant
de la superposition de ces ondes. Point. À la ligne, on peut donc vous demander qu'est-ce qu'on entend par champ d'interférence. Effectivement, le champ d'interférence est situé entre S1 et S2. Donc, à la ligne, on appelle, et vous mettez ça au bic rouge ou au bic noir, tout dépendra de ce que vous avez entre vos mains pour changer un peu d'écriture. On appelle champ d'interférence. On appelle champ d'interférence. On appelle champ d'interférence. Vous pouvez changer de stylo. La zone située entre S1 et S2. La zone située entre S1 et S2. La zone située entre S1 et S2, où, c'est-à-dire le lieu, donc où avec accent, où des lignes stationnaires vibrent. Où des lignes stationnaires vibrent. Voici ces lignes. Où des lignes stationnaires vibrent. Où des lignes stationnaires vibrent. Où des lignes stationnaires vibrent. Point. À la ligne. Effectivement, tout dépendra de l'endroit où, quand nous allons placer notre point M, le point M pour étudier le phénomène de superposition, le point M choisi peut être soit sur un endroit où l'amplitude est maximale, soit sur un endroit où l'amplitude est nulle. Alors, en ce moment-là, on peut facilement, au lieu de penser seulement au calcul, on peut également faire observer cela à partir d'une expérience. Et donc, cette expérience-là, c'est l'éclairage stroboscopique. À la ligne. En éclairage stroboscopique. En éclairage stroboscopique. Les franges d'interférence sont de deux types. 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 Deux points. Les franges au repos. Les franges au repos. Les franges au repos. Et nous allons expliquer cela dans ce que nous allons mettre entre parenthèses. Ouvrez la parenthèse. Ensemble de points ayant une amplitude nulle. 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 Fermez la parenthèse. Point virgule. Des franges maximales. Des franges maximales. Des franges maximales. Des franges maximales. Ouvrez la parenthèse. Ensemble des points vibrants. Ensemble de points vibrants. Ensemble de points vibrants avec une amplitude maximale. Fermez la parenthèse. Ensemble des points vibrants avec une amplitude maximale. Ensemble des points vibrants avec une amplitude maximale. Fermez la parenthèse. Nous avons là planté le décor pour que, lorsque nous allons dérouler nos expressions mathématiques, que l'on puisse se retrouver parce que déjà nous avons parlé de la notion d'amplitude. Alors donc, vous allez prendre ce petit dessin et tout de suite, après, on va passer à l'interprétation. Interprétation.
Interprétation. Bien. Alors, tout ce que nous venons de dire, nous allons maintenant passer à l'interprétation. Mais voilà. Nous allons prendre un point S1 ici et un point M. Donc ici nous avons D1 et ici nous avons S2 et la distance ici c'est D2. Et là nous avons S1, S2 qui est la distance D. Alors qu'est-ce que nous avons dit dans la propagation des ondes? On avait dit que si YS est égal à A sinus 2pi t fois t, c'est-à-dire oméga t, plus phi et at égale à 0. Dans la partie propagation, on avait considéré phi étant égal à 0. Maintenant, qu'est-ce que nous avons dit du point M? Mais le point M reproduit le mouvement de S avec un retard θ. Mais le retard θ, je veux bien vous balancer la formule comme ça, mais j'ai toujours pris pour référence les classes antérieures. En troisième, on vous avait dit que la vitesse est le rapport de la distance par rapport au temps. Et donc ici, notre temps ici sera appelé θ. Et donc ici, θ sera donc égal à d sur v. Et donc ici, nous pourrons dire que Ym sera égal à A sinus 2pi sur t fois t, 2pi sur t fois t moins d sur v. Maintenant, s'il faudrait être un peu plus, parce que nous avons parlé de d ici, pour ne pas confondre, on peut appeler d ici par x. Alors, et donc ici, quand nous allons développer, nous aurons donc A sinus 2pi t sur t moins 2pi x sur, je peux m'amuser à dire TV. Mais lorsque je regarde t fois v n'est autre que la longueur d'onde lambda. Si vous pouvez encore le constater ici, on dit quoi? T égale à x, donc la longueur d'onde, sur la vitesse. Et donc, si je tire lambda, lambda sera donc égal à TV. Et donc, ici, j'ai Ym qui sera donc égal à A sinus 2pi t sur t moins 2pi x sur lambda. Maintenant, on va faire la connexion. Ici, nous avons parlé de manière générale. Maintenant, on va dire M reprend le mouvement de S1. Et donc, ce M sera appelé, ce qui nous amène à écrire que Ym1 qui reproduit le mouvement de YS1 par rapport à, disons, à T moins θ. Et ici, nous aurons aussi θ1. Et ça nous amène à écrire que Ym1 serait égal à A sinus 2pi sur t. Alors, le x ici sera maintenant D1. Donc, moins 2pi D1 sur lambda. Et quand nous regardons le Ym2, mais tout de suite, on peut dire que Ym2, bon, au lieu de l'écrire là, Ym2, par analogie, on aura A sinus 2pi t sur t moins 2pi d2 sur lambda. Alors, mais qu'est-ce que nous avons dit? À quel moment il y a interférence? Il y a interférence lorsque deux sources émettent au même moment. Alors, tout de suite pour nous, nous allons dire que Ym
sera égal à quoi? YM1 plus YM2. Et là, on va chercher quoi? L'équation de superposition. L'équation de superposition, ça veut dire que nous allons faire la somme de ces deux. Mais quand on fait la somme de ces deux, alors on doit faire appel à nos notions mathématiques. Qu'est-ce que les maths nous disent? Lorsque nous regardons YM1, nous avons A ici. Nous avons donc quoi? Sinus. Donc YM sera donc égal à A, facteur de sinus 2pi t moins 2pi d1 sur lambda plus sinus de 2pi t moins 2pi d2 sur lambda. Alors, en mathématiques, nous avons quelle forme? Nous avons la forme sinus de P plus sinus de Q. C'est en trigonométrie et ici, on nous dit quoi? C'est égal à 2 cosinus P moins Q sur 2 fois sinus P plus Q sur 2. Qu'est-ce que nous appellerons P? Voici P. Qu'est-ce que nous appellerons Q? Ça, c'est Q. Puisque ici, nous avons D1, nous avons D2, ça dit que P est différent de Q. Alors, en appliquant cette formule, on aura YM qui sera le 2 là, va rejoindre le A ici, on aura 2A. Alors, cosinus P, vous voyez que 2pi moins 2pi, ça va disparaître. Et donc, il va nous rester ici moins 2pi d1. Comme il y a le moins ici, avec le moins qui est là, ça va donner plus. Donc, je préfère mettre 2pi sur lambda, facteur de d2 moins d1. Parce que ici, nous avons le moins, au lieu de mettre moins 2, d1 plus d2, bon, j'ai déjà arrangé cette forme. Et ici, nous avons donc, qu'est-ce que nous avons ici? Bon, on verra s'il faut enlever le crochet. Nous aurons donc là, sinus. Alors, j'ai oublié le 2. Donc, il y a le 2 qui est en bas ici, qui se retrouve là. Et par la suite, les deux en haut, 2 en bas, ça va se simplifier. Mais nous venons ici. Là, on a quoi? 2pi t sur t. 2pi t, ça fait 4. 4pi t sur 2t. Et ici, nous avons plus. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici 2pi qu'on peut mettre en facteur 2pi sur 2 lambda. Alors, facteur, ici, qu'est-ce que nous avons? Si là, nous avons Q, il y a le signe moins. Là aussi, il y a le signe moins, ça veut dire qu'on peut déjà mettre ce moins-là devant au lieu que ça soit à l'intérieur. Et ici, on aura donc D1 plus D2. Et quand j'essaie de regarder à des parenthèses ici, donc là, on peut mettre des crochets et on peut enlever ce crochet. Alors, 2 et 2 se simplifient, 4 et 2 se simplifient, 2 et 2 se simplifient. Dans ces conditions, nous aurons YM qui serait donc égal à 2A cosinus de pi sur lambda, facteur de D2 moins D1 fois sinus. Nous avons ici 2pi t moins pi sur lambda, facteur de D1 plus D2. Voici donc l'équation de superposition. L'équation de superposition au point M.
Mais quand nous regardons cette équation, nous allons tout de suite regarder l'équation que nous avons à l'origine. YS, voici cette forme. A sinus oméga t, ça veut dire que pour nous aussi, on peut dire que on peut écrire que YM est égal à A sinus 2pi t plus phi. Alors, par identification, nous avons A, en regardant l'équation que nous avons ici, nous avons A qui est égal à 2A cosinus pi sur lambda, facteur de D2 moins D1. Je vais momentanément m'arrêter là parce que tout le long de ce cours, nous avons beaucoup parlé de l'amplitude. Et donc ici, nous avons l'amplitude. On va regarder la phase. Mais d'aucuns vont dire, mais monsieur, pourquoi seulement D2 moins D1? Il peut aussi arriver parce qu'il peut arriver que D2 soit inférieur à D1 et que vous ayez une valeur négative, mais qu'à cela ne tienne, on pouvait, l'addition étant commutative, ça veut dire qu'on pouvait avoir YM2 plus YM1 en appliquant cette relation-là, on devrait se retrouver maintenant avec D1 moins D2. Donc là n'est pas véritablement le problème. Mais est-il que cette différence étant donné que c'est une distance, donc on peut prendre ça en valeur absolue, il n'y a aucun souci. Alors donc, voici l'amplitude. Par identification, voici l'amplitude. Maintenant, si on nous demandait la phase de ce mouvement au point M, alors nous avons quoi? Phi, la phase phi, donc ceci, A, c'est l'amplitude. A, c'est l'amplitude. La phase phi, ici nous avons quoi? Moins pi sur lambda, facteur de D2, D1 plus D2. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'il y a un signe moins ici. On peut donc prendre ça en valeur absolue et donc avoir ici pi sur lambda, facteur de D2 moins, de D1 plus D2. Alors, qu'est-ce que d'autre nous pourrons dire ici? Nous pourrons, après avoir trouvé notre phase, ici, on peut donc se dire que à partir de l'amplitude, on peut étudier les différentes positions que notre point M peut avoir. C'est là où on vous pose comme question, donner l'état vibratoire du point M. Mais pour donner l'état vibratoire du point M, il faut connaître quelle est la valeur de l'amplitude. Si cette amplitude est nulle, tout de suite on va parler d'un point d'amplitude nulle. Donc, à partir de là, nous pourrons aussi avoir les mêmes, avant que nous puissions rentrer dans le fond de ceci, on peut vous demander de faire, justement, cette étude ou encore de retrouver l'équation de superposition des ondes au point M à partir de la méthode de Fresnel. Les gens ont l'habitude d'écrire Fresnel. Là n'est pas le véritable problème. Donc, ici, on va mettre ça comme remarque. Alors, mais avant que nous puissions prendre la méthode de Fresnel, j'aurais aimé que vous puissiez d'abord prendre tout ce que nous venons de faire ici pour arriver à montrer l'amplitude et la phase phi. Et par la suite, on va regarder avec la méthode de Fresnel qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Mais la méthode de Fresnel nous amènerait effectivement à retrouver la même. Je vous donne quelques instants pour recopier ce que nous avons placé au tableau et on va avancer.
Alors, dans la remarque, nous disons « on peut ». À la place de la méthode trigonométrique, on peut, à la place de la méthode trigonométrique, on peut, à la place de la méthode trigonométrique, utiliser la construction de Fresnel. Voilà comment ça s'écrit. Construction de Fresnel. On peut, à la place de la méthode trigonométrique, donc ce que nous venons de faire ici, c'est on a utilisé la trigonométrie. Vous voyez que ces relations-là sont des relations trigonométriques. Maintenant, ici, nous allons utiliser la construction géométrique. Alors donc, on peut, à la place de la méthode trigonométrique, utiliser la construction de Fresnel. Alors ici, il faut faire un peu attention. C'est vrai que nombre de nos élèves n'aiment pas toujours utiliser la géométrie, mais je crois que cette méthode est beaucoup plus facile. Vous allez constater que nous n'allons pas remplir le tableau comme nous l'avons fait tout à l'heure. Alors ici, nous allons nous saisir de YM1. YM1 qui est égal à A sinus 2pi tt moins 2pi d1 sur lambda. Et YM2 A sinus 2pi tt moins 2pi d2 sur lambda. Alors ici, on va commencer par sortir élément par élément. Qu'est-ce que nous avons ici? Là, nous avons phi1 qui est égal à moins 2pi d1 sur lambda. Et phi2, nous avons moins 2pi d2 sur lambda. Bien, qu'est-ce que nous pouvons encore regarder ici? Déjà, les phases, nous venons de les sortir. Quand on parle de la représentation de Fresnel, effectivement, on doit avoir un repère. Alors, le repère que nous avons, là l'espace est très réduit. Nous aurons donc alors, à partir de là, nous avons ici A, et là c'est le point M1, et là, et là aussi nous avons A, mais ça c'est le point M2. Alors en appliquant la règle du parallélogramme, mais avant tout, nous avons ici la phase phi1 et ici nous avons la phase phi2. Puisque là, nous avons utilisé l'axe des abscisses comme étant l'origine des phases. Et là, à partir de là, nous allons tracer un parallélogramme. Et à partir de là, en joignant les deux bouts, ici, nous avons le point M. Et donc là, nous avons grand A. Et en faisant, là, nous avons ici l'angle droit. Alors, si ici nous avons phi1, phi2, là, nous avons phi. Donc, la phase phi que nous avons trouvée ici, que nous allons rechercher là. Mais entre A, M1 et M ici, il y a l'angle alpha. Là aussi, il y a l'angle alpha. Alors, voilà ce que nous allons exploiter tout à l'heure. Là, si nous avons le point O, donc l'origine de notre repère,
ici, ce point, nous allons appeler ça par exemple par IO. Et nous pouvons dire que OM égale à 2 OI, qui est égal ici pour nous à A. Alors, voilà comment maintenant nous allons nous débrouiller pour que nous puissions retrouver ce que nous avons ici. Alors, ici, nous avons phi 1 est connu, phi 2 aussi est connu. Alors, phi ici égale à quoi? Ou encore, si je veux prendre phi 2 égale à quoi? Phi 2 égale à phi 1 plus alpha. Donc, phi 2 égale phi 2 égale à phi 1 plus 2 alpha. Phi 1 plus 2 alpha. Donc, phi 2 égale à phi 1 plus alpha. Et donc, ici, on peut donc dire que, non, c'est phi 1 plus 2 alpha. Et donc, on peut dire que 2 alpha égale à phi 2 moins phi 1. Et donc, alpha égale à phi 2 moins phi 1, le tout divisé par 2. Alors, est-ce que nous connaissons phi 2 et phi 1? Oui, puisque nous avons déjà noté ça ici. Alors, donc, ici, nous aurons alpha qui sera donc égal à 2pi sur 2 lambda, c'est-à-dire le 2 qui est ici, facteur de quoi? Facteur de phi 2, c'est-à-dire 2pi. Donc, comme déjà le moins, on peut sortir le moins. 2pi. Non, 2pi est déjà là. Donc, nous aurons D2 moins D1. 2 se simplifie. Nous avons donc ici alpha qui est égal à pi sur lambda facteur de D2 moins D1. Alors, mais nous, ce n'est pas alpha que nous recherchons. Or, comment trouver alpha? Nous allons considérer ce triangle. Et si nous considérons ce triangle, nous allons nous rendre compte que ici, alpha, on peut donc dire que alpha, cosinus alpha égale à cosinus alpha dans ce triangle égale à côté adjacent, c'est-à-dire OI, sur le côté, sur l'hypoténuse qui est égal ici à A. Et donc on aura OI qui sera donc égal à A fois cosinus alpha. Mais OI, nous avons dit quoi? OI égale à A sur 2. Et donc, ici, on aura A. Bon, d'abord, je commencerai par 2OI qui est égal à A. Et donc, OI est égal à A divisé par 2. Et donc, ici, on aura donc A divisé par 2 qui est égal à A cosinus alpha. Alors, donc, nous avons ici A sur 2 qui est égal à A cosinus alpha. Or, nous sommes en train de rechercher A. Alpha est déjà connu, alpha est là, et donc nous aurons à écrire quoi? A, l'amplitude A est égale à 2A cosinus alpha, donc pi sur lambda, facteur de D2 moins D1. Et ici, nous avons trouvé l'amplitude A. Et que nous regardons que dans ce que nous avons fait trigonométriquement, on a pu retrouver ça en faisant la construction de Fresnel. Donc, on a pu retrouver le même résultat avec la construction. Ici, donc, nous avons déjà trouvé le A. Il nous faut trouver phi. Alors, dans la recherche de la phase, donc ici A, c'est l'amplitude.
Dans la recherche de la phase, nous allons encore revenir sur le schéma. Nous avons besoin de phi, mais si nous regardons phi est égal à quoi? Est égal à phi 1 plus alpha. Est-ce que alpha est connu? Alpha est connu. Ça veut dire qu'on peut trouver le phi. Alors, ici, on dira donc que phi étant égal à phi 1 plus alpha. Et nous pourrons dire que phi sera donc égal à phi 1, qui est connu, c'est égal à moins 2pi sur 2pi d1 sur lambda. Et la phase est plutôt alpha plus alpha. Mais alpha, nous avons quoi? Phi 2. Donc nous aurons ici à mettre aussi phi 2. Donc moins 2pi d2 sur 2 lambda. Car j'ai déjà pris le 2 qui est ici. Donc si je sépare ici, il y aura 2 en bas, 2 aussi ici. Et le signe étant ici plus, et donc là nous aurons moins. Alors le moins, donc ça va donner plus 2pi d1 sur 2 lambda. Alors 2 se simplifie, 2 se simplifie. Nous avons phi qui sera donc égal, ici, nous avons ici moins 2pi d1 sur lambda plus pi d1 sur lambda moins pi d2 sur lambda. Alors on fait l'opération entre les deux, puisque nous avons le même, nous avons ici lambda, lambda partout. On aura donc ici moins 2pi, donc on aura moins pi d1 sur lambda en faisant cette opération, moins pi d2 sur lambda. Alors à partir de là, on peut mettre pi sur lambda en facteur, sinon moins pi. On aura donc phi qui sera donc égal à moins pi sur lambda facteur de d1 plus d2. Et lorsque nous prenons ça en valeur absolue, le moins là va disparaître, on aura pi sur lambda d1 plus d2. Et ça, ce que nous venons d'obtenir n'est autre que la phase du point M. Voilà par la méthode de Fresnel que nous avons pu retrouver ce que l'on avait ce qu'on avait trouvé ici. Ça veut dire qu'on peut écrire ym étant de la forme a sinus 2pi tt plus phi, et donc on peut écrire ym égale à 2a cosinus de pi sur lambda facteur de d2 moins d1. Nous avons remplacé là sinus de 2pi t alors plus phi, donc moins plus phi, nous avons quoi ici? Plus pi sur lambda, plus pi sur lambda. Non, ici c'est en valeur absolue, mais nous prenons ce qui est là, donc moins pi sur lambda facteur de d1 plus d2. Donc par les deux démarches, on retrouve le même résultat. Maintenant, une fois nous avons travaillé avec, retrouvé les équations disons l'équation de superposition des ondes au point M par les deux méthodes, on peut maintenant approfondir notre étude sur la nature des points, la position des points selon la valeur de l'amplitude. Et donc, vous pouvez prendre ça et nous allons terminer par là. Et après, maintenant, on peut passer à une étude que je pourrais peut-être dire approfondie de notre leçon en fonction de la valeur de l'amplitude, sinon en fonction de la variation de l'amplitude.
petit 3, nous allons étudier la position du point M, qui est le point de superposition des ondes, en regardant la variation de l'amplitude. Variation de l'amplitude. Variation de l'amplitude A. Variation de l'amplitude A. Variation de l'amplitude A. Une petite phase de transition. L'amplitude a deux valeurs extrêmes. 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 Deux points, 0 et 2A. 0 et 2A. Zéro et 2A. Zéro et 2A. Alors, au petit a, point d'amplitude maximale. Point d'amplitude maximale. Point d'amplitude maximale. À la ligne. L'amplitude du mouvement résultant est maximale. L'amplitude du mouvement résultant est maximale. L'amplitude du mouvement résultant est maximale si AM égale à plus ou moins 2A. AM égale à plus ou moins 2A. AM est égal à plus ou moins 2A. Vous voyez que si on trace une courbe, nous avons à peu près, ici c'est AM avec la valeur négative, et là c'est AM avec la valeur positive. Alors, voici l'expression de A. Voici AM qui est égal à plus ou moins 2A. Donc on aura quoi? 2A, pour économiser l'espace, nous aurons 2A cosinus pi sur lambda D2 moins D1 égale à plus ou moins 2A. Et si vous regardez 2A, 2A peuvent partir, il nous reste cosinus de pi sur lambda D2 moins D1 égale à plus ou moins 1. Et finalement, ici, on va réfléchir, on dit, ben, quel est le cosinus qui peut nous donner 1? Quel est le cosinus qui peut nous donner moins 1? Cosinus de 0, c'est 1. Cosinus de pi, c'est moins 1. Donc ici, on peut dire que cosinus de pi sur lambda D2 moins D1, on peut écrire cosinus de K pi. Si K égale à 0, nous aurons cosinus de 0 qui est égal à 1. Si K égale à 1, nous aurons cosinus de pi qui est égal à moins 1. K égale à 2, 1. K égale à 3, moins 1. Donc, ici, on peut attribuer les valeurs à K pour que nous puissions avoir les différentes positions. Alors, quand nous avons cos, ça veut dire que nous, ce qui nous intéresse, ce sont les angles que nous allons égaler. Et donc, ici, l'angle que nous avons, c'est pi sur lambda D2 moins D1, qui sera donc égal à Kpi. Alors, pi, et nous aurons donc D2
moins D1, qui sera donc égal à K lambda. Voici donc, et pour être un peu plus correct, on va prendre ça en valeur absolue. Lorsqu'il s'agit de pouvoir déterminer les points d'amplitude maximale, voici ce que nous pourrons faire. Maintenant, on peut poser une condition. Si K égale 0, ça va nous amener à écrire quoi? D2 moins D1 égale à 0, et donc D2 sera égal à D1. Mais si D2 est égal à D1, ça dit que nous sommes au milieu, et quand nous sommes au milieu, nous avons quoi? La médiatrice. Donc, formation de la médiatrice. Formation de la médiatrice du segment S1, S2. Bon, on peut mettre virgule du segment S1, S2. J'aurais pu mettre directement S1, S2 dans les crochets. Et lorsque K égale à 1, 2, 3, formation d'une famille d'hyperboles. Formation d'une famille d'hyperboles. Homofocale. Hyperbole homofocale de foyer S1 et S2. Et nous allons passer au petit b, point d'amplitude nul. Point d'amplitude nul. Disons minimal, mais ici que nous allons dire nul. Point d'amplitude minimale, c'est-à-dire l'amplitude est nulle. Alors, on va revenir encore au même endroit. Et qu'est-ce que nous aurons ici? AM égale à quoi? AM égale 0. Ça nous amène à écrire que cosinus pi sur lambda D2 moins D1 est égal à 0. Déjà, le 2A qui était ici, parti en bas de haut, là, ça nous donnait déjà 0. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est ici. Alors, à quel moment le cosinus d'un angle est égal à 0? Et donc, ici, on dira cosinus de pi sur lambda D2 moins D1 égale à cosinus de 2K de 2 plus 1 pi sur 2. Alors, je reviens. Si K égale 0, nous aurons cosinus de pi sur 2 qui est égal à 0. Si K égale à 1, nous aurons 3 pi sur 2. Cosinus de 3 pi sur 2 qui est l'opposé de pi sur 2 nous donne toujours 0. Et à partir de là, on égale les angles. On aura donc pi sur lambda D2 moins D1 égale à 2K plus 1 pi sur 2. Pi vont s'en aller et alors on aura D2 moins D1 qui sera donc égal à 2K plus 1 facteur de lambda sur 2. Et là aussi, on peut se permettre de mettre ça en valeur absolue. Et donc, lorsque nous avons les points d'amplitude minimale, voici ce que nous pourrons avoir comme expression. Et à partir de là, nous pourrons donc dire une petite phrase. On peut donc dire que deux franges, bon, prenez d'abord, et puis après on va prendre la conclusion sur cette partie avant de passer au nombre de points aux franges d'interférence.
Parce qu'on pourra vous poser la question, trouvez le nombre de points d'amplitude maximale, trouvez le nombre de points d'amplitude minimale. Et éventuellement, trouver la position des points d'amplitude maximale, trouver la position des points d'amplitude minimale. Donc, vous pouvez d'abord prendre ça et on va donner une phrase et on va continuer. Bien. Alors, je vais illustrer un peu ce que nous allons dire par ce que nous avons ici. Alors, si entre les deux, ces deux franges qui sont de même nature, nous avons la distance qui est lambda sur 2. Mais entre deux franges de même nature, il y a une frange qui est là, qui s'intercale entre les deux. Ça veut dire que si ici c'est lambda sur 2, ça veut dire qu'entre les deux consécutives qui ne sont pas de même nature, la distance sera lambda sur 4. Et donc c'est cette conclusion-là que je voudrais donner. Mettez un gros point comme ça. Deux franges consécutives. 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 De même nature sont distantes. Donc la conclusion que nous sommes en train de donner, ce n'est pas seulement pour les points d'amplitude maximale, les points d'amplitude minimale. Ça, c'est indépendamment de de ce concept. Ça, c'est une conclusion pour les deux situations. Deux franges consécutives de même nature sont distantes de lambda sur 2. Sont distantes de lambda sur 2. Regardez les deux franges ici, par exemple, qui sont de même nature, la distance est lambda sur 2. Naturellement, la frange qui s'est intercalée, ça sera sur 4. Deux franges consécutives de même nature sont distantes de lambda sur 2 et de lambda sur 4 pour des franges consécutives de nature différente et de lambda sur 4 pour des franges consécutives de nature différente. De nature différentes. Vous pouvez prendre ce petit schéma pour illustrer cela, mais entre-temps, nous allons passer au point C. Nombre de points d'amplitude maximale. Nombre de points, bon, on va d'abord globaliser. Nombre de points aux franges d'interférence. Aux franges d'interférence. Nombre de points aux franges d'interférence. Alors, un astérix, amplitude maximale. Amplitude maximale. Amplitude maximale. Alors donc, je reviens à notre schéma initial où nous avons D ici, D1, S1, M, S2 et nous avons ici M. Là, c'est D2. Alors, à partir d'ici, quand les points sont d'amplitude maximale, nous avons pu montrer que D2 moins D1 égale à K lambda. Mais ici, quand nous regardons, à supposer que le point M se trouvait ici,
entre S1 et S2? On devrait dire D est égal à D1 plus D2. Donc, de manière approximative, on peut dire que D2 plus D1 est égal à D. Je pouvais mettre comme ça, mais pour que ça soit partout égal, voici ce que nous avons. Et en regroupant les deux, nous constatons que D1 et D1 vont s'annuler et on aura donc 2D2 égale à K lambda plus D. Et à partir d'ici, nous aurons quoi? Nous aurons D2 qui est égal à K lambda sur 2 plus D sur 2. Et je vais indiquer ici que D n'est autre que la distance S1, S2. Donc, c'est une valeur qui vous sera précisée, par exemple, dans un exercice. Mais alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? D2, on peut être compris entre 0 et D. Je m'explique. Le point M, si le point M se retrouve ici, ça veut dire que D2 serait égal à D. Maintenant, si le point M se retrouvait par contre au point S2, on dira que D2 égale à 0. Donc, D2, on peut l'encadrer entre deux valeurs qui ne sont autres que 0 et D. Mais la valeur de D2 est connue. Voici la valeur, l'expression de D2. Et donc, nous allons dire 0 compris, D2 compris entre 0, K lambda sur 2, plus D2 inférieur ou égal à D. Et nous avons besoin de points. Et quand nous avons besoin de points, ça veut dire que nous devons trouver dans quelle fourchette nous trouverons K. Alors, qu'allons-nous faire? Comme c'est K que nous recherchons, donc D2 va changer de membre, D sur 2 va changer de membre, on aura donc moins D sur 2 inférieur à K lambda sur 2 inférieur à D moins D sur 2. Et ici, nous aurons moins D sur 2 inférieur à K lambda sur 2 inférieur ou égal 2D moins D, on aura ici encore D sur 2. Et comme nous avons besoin de K, on aura donc 2 ici, ça va monter et ça va se simplifier ici. Et donc nous aurons moins D sur lambda, car lambda ici descend, le 2 monte, inférieur ou égal à K, inférieur ou égal à D sur lambda. Voici ce que nous avons obtenu ici, que je peux à la limite encadrer. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Étant donné que nous avons la valeur de D, nous avons la valeur de lambda, alors à supposer qu'on faisait le calcul ici, que l'on trouve par exemple moins 5, inférieur K, 5 inférieur ou égal à K, disons moins 5 inférieur ou égal à K, K inférieur ou égal à 5, qu'est-ce que nous aurons? On dira quoi? Moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. En comptant les points, nous dirons quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Conclusion, il y a 11 points d'amplitude maximale. Donc, si on nous pose la question, trouvez le nombre de points d'amplitude maximale. Une fois le calcul effectué ici, alors on compte les différents points et en les comptant, nous allons trouver un nombre et c'est ce nombre-là que nous allons dire que nous avons tant de points d'amplitude maximale. Mais une fois que vous avez trouvé le nombre de points d'amplitude maximale, qu'est-ce qu'il y a lieu de trouver par la suite? Alors, en ce moment-là, vous devrez trouver la position de chacun de ces points. Si vous en avez trouvé 3, on peut vous dire, trouvez la position de chaque point que vous aurez trouvé. Mais nous ne sommes pas encore là. Si ici, nous avons parlé des points d'amplitude maximale, alors, un deuxième astérix, nous allons parler des points
d'amplitude minimale. Et nous avons déjà dit que lorsque l'amplitude est minimale, c'est que l'amplitude est égale à 0. Et quand l'amplitude est égale à 0, il y a une expression que nous avons trouvée. Et l'expression trouvée n'est autre que D2 moins D1 égale à 2K plus 1 lambda sur 2. Une fois de plus, D2 plus D1 est pratiquement égal à D. Alors, en faisant la somme, nous allons nous retrouver encore avec 2D2 égale ici à D plus, ou encore 2K plus 1 lambda sur 2 plus D. Et ici, on va tirer D2. On aura donc D2 qui sera donc 2 viendra là. On aura 2K plus 1 lambda sur 4. Lambda sur 4, bon, je peux écrire ça ici. D2 qui sera donc égal à 2K plus 1 lambda sur 4 plus D sur 2. Parce que le 2 ici est descendu là. Alors, quand nous avons ça, vous voyez, quand vous avez bien perçu le message de prime abord, tout le reste on ne pourra que compléter. Alors, D2, on a dit, est compris entre D et 0. Et on aura donc ici 0 inférieur ou égal 2K plus 1 lambda sur 4 plus D sur 2 inférieur à D. Ça va changer de membre. Une fois de plus, on aura D sur 2 inférieur ou égal à 2K plus 1 lambda sur 4 inférieur ou égal à D moins D sur 2. Là aussi, on fait l'opération. On aura moins D sur 2 inférieur ou égal à 2K plus 1 lambda sur 4 inférieur à la 2D. Donc, on aura encore D sur 2. Alors, 4 va monter. On aura donc moins. Le 4 ici vient avec le 2 et on va rester avec 2D inférieur à 2K plus 1. Alors, lambda va descendre ici, donc on aura 2D sur lambda. Donc, 4 est monté, lambda est descendu. Et ici, nous avons donc 2D sur lambda. Moins 1 sort ici, moins 1 va de l'autre côté. On aura moins D, 2D sur lambda, moins 1, inférieur ou égal à 2K, inférieur ou égal à 2D sur lambda, moins 1. Alors, ici, en faisant le 2 ici, va partir, ça viendra là, on aura moins D sur lambda. Le 2 descend. Quand il va descendre, il va s'occuper de tout ça. Le 2 là, quand ça vient ici, ça sera de 2 et 2 vont se simplifier. Le même 2, puisque c'est le dénominateur commun, ça vient ici donc moins 1 demi inférieur à K, inférieur ou égal. Là aussi, nous aurons quoi? D sur lambda moins 1 demi. Voilà ce que nous avons. Maintenant, quand on arrive ici, puisqu'on nous a demandé de trouver le nombre de points, le calcul effectué ici, on aura un nombre, à supposer que nous trouvons par exemple moins 2. Là, nous trouvons par exemple 5, parce que, évidemment, ça ne sera pas le même nombre, parce que ici, nous avons moins DD sur lambda, ce qui est contraire au premier cas où on avait pratiquement les mêmes chiffres. Et là, on aura quoi? Moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conclusion, 8 points d'amplitude, nul. Si on demandait simplement de trouver
le nombre de points. Voici donc comment faire pour trouver le nombre de points d'amplitude maximale et le nombre de points d'amplitude minimale. Et pour terminer donc notre leçon, nous allons passer au petit d où nous allons examiner les positions de ces différents points. Donc, position des points. Position, la position de chaque point. Position des points. Position des points. Et si vous regardez bien, depuis que nous sommes en train de travailler, il y a un mot qui revient de manière récurrente, c'est amplitude, 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 amplitude. Et ici aussi, quand nous allons regarder la position d'un point, on va regarder les points d'amplitude maximale et les points d'amplitude minimale. Il faut d'abord déjà connaître leur nombre. Si on connaît le nombre, on peut facilement aussi connaître la position. Et donc, premier astérix, amplitude maximale. Amplitude maximale. Amplitude maximale. Amplitude maximale. Alors, pendant que vous êtes en train de prendre note, je peux toutefois nettoyer un peu le tableau pour que déjà nous puissions mettre tout ce qui est utile à ce niveau. Amplitude maximale. Amplitude maximale. Voici un petit schéma. Nous avons ici S1 et là c'est S2. Ça c'est le milieu. De là à là, c'est la distance du segment S1, S2. Et de là à là, nous avons la moitié de S1, S2. Alors, on va prendre un point M, effectivement, tout en regardant que S1 n'est pas égal à... Donc, nous avons un point M ici. Là, ça sera D1 et ici, ça sera par exemple D2. Mais la distance entre O et M, c'est ce que nous allons appeler par X. Donc, si on peut donner une position, la position est toujours donnée par rapport à l'origine. Et donc, notre origine ici est prise au niveau du milieu du segment S1, S2. Alors, donc, ici, nous avons déjà tous les éléments. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que pour les points d'amplitude maximale, D2 moins D1 égale à quoi? Égale à K lambda. Maintenant, nous allons chercher à disséquer D2, sortir D2 et D1 de tout ce que nous avons dans sur notre petit schéma ici. Alors, à côté, on peut dire quoi? Que D1 égale à quoi? D1 égale à D sur 2, on enlève X, donc D sur 2, donc la moitié du segment. Si on enlève X, il nous reste D2. Donc, voici D sur 2. D sur 2, si on enlève X, il va rester D1. Donc, on peut dire que D1 égale à D sur 2 moins X. Cependant, D2 égale à quoi? Voici D2, ça part d'ici jusque-là. Or, de O à S2, c'est D sur 2. Donc, D2 égale à D sur 2 plus X. D sur 2 plus X. Alors, il nous reste à remplacer ici. Quand il s'est agi de trouver
les points d'amplitude maximale. Voici l'expression que nous avions. Et c'est cette expression qui va nous aider à trouver également les positions, sinon à trouver aussi les nombres que nous avons trouvés ici. Et donc, D2 est là. Nous avons donc D sur 2 plus X moins D1, c'est D sur 2. D sur 2 égale à K lambda. Alors, on chasse les parenthèses. On aura donc D sur 2 plus X moins D sur 2 moins avec le moins, ça donne plus X égale à quoi? Égale à K lambda. Je répète une fois de plus que dans tous les exercices, vous n'aurez pas seulement D2 qui sera supérieur à D1. Voilà pourquoi parfois on prend soin d'écrire ceci en valeur absolue pour éviter qu'une différence de distance ne puisse nous donner un nombre négatif. Donc je suis libre de pouvoir dire, bon, je peux mettre ça, je peux prendre ça en valeur absolue, tout ça en valeur absolue, tout ceci en valeur absolue, parce que je crains qu'une distance D2 soit inférieure à une distance D1 sans valeur absolue. Vous allez trouver un nombre négatif et puis après vous allez patauger un peu dans les erreurs. Alors donc là nous avons D sur 2 plus X moins D sur... Bien, ça déjà ça disparaît. X plus X nous donne 2X. Donc 2X égale à K lambda. Bon, en valeur absolue, donc nous aurons directement 2X. Comme c'est déjà positif, 2X égale à K lambda. Et on aura X qui sera donc égal à K lambda sur 2. Alors là, nous avons trouvé quoi? La position. Mais alors, qu'est-ce que nous allons faire? Connaissons les valeurs de K. K égale à 1. On remplace ici, on trouve la valeur de X, qui est la position. K égale à 2. K égale à 3. Donc, les différentes valeurs que nous allons attribuer à K vont nous donner les positions. Vous allez dire, mais comment? Est-ce qu'on peut trouver aussi une valeur négative? Mais ici, quand nous avons regardé, nous avons trouvé les cas qui étaient négatifs et les cas qui étaient positifs. C'est-à-dire que lorsque nous avons un repère, un axe par exemple, lorsque nous avons un axe, toutes les valeurs qui sont devant sont positives et toutes les valeurs qui sont derrière sont négatives. Donc, tout en donnant les valeurs de K, on trouvera les différentes positions possibles. S'il y a 3 points, en fonction de ces différentes valeurs de K, nous allons trouver également la position de ces 3 points. Deuxième astérix, amplitude minimale. Amplitude minimale. Donc, position des points d'amplitude minimale. Nous avons déjà parlé de minimale, c'est lorsque nous avons un cas où l'amplitude est égale à 0. Ici, je ne vais même plus me fatiguer aussi. Je ne vais pas me fatiguer parce que je connais que D2 moins D1 égale à 2K plus 1. 2K plus 1 lambda sur 2. Mais quand nous avons déjà D1 et D2, en remplaçant ici, on se retrouve avec 2X qui sera donc égal à 2K plus 1 lambda sur 2. Alors, à partir d'ici, mais c'est simple. On tire X. X sera donc égal à 2K plus 1 lambda sur 4. Et en attribuant les différentes valeurs à K, nous allons trouver aussi les différentes positions des points d'amplitude nuls. Et à partir de là, on peut s'estimer que nous avons terminé notre leçon. Et pour récapituler, nous avons étudié les interférences mécaniques. Et dans les interférences mécaniques, nous avons abordé la définition. Et dans la définition, nous avons dit que c'est un phénomène résultant de la superposition. Donc, quand il n'y a pas de superposition des ondes, il n'y a pas d'interférence mécanique. Regardez seulement, une fois de plus, quand on veut trancher une affaire entre 2 personnes qui se chamaillent, on dit, écoutez, vous, monsieur, taisez-vous, que la dame puisse parler. Et lorsque vous aurez écouté la femme, monsieur, vous pouvez parler. À cet instant-là, une seule source est en train d'émettre. Mais lorsque 2 sources émettent au même moment, alors il y a interférence. Et donc, ici,
Dans l'interprétation, nous avons étudié l'équation de superposition. Et dans l'équation de superposition, on a fait ressortir l'amplitude et la phase. Mais nous sommes beaucoup plus appesantis sur l'amplitude, car pour donner la position d'un point, on regarde l'amplitude. Pour donner la nature d'un point, donc la nature vibratoire d'un point, c'est toujours l'amplitude. Donc tous les éléments que nous avons, on peut déterminer ici, on doit seulement se focaliser sur l'amplitude. Et donc, pour aujourd'hui, nous avons terminé à ce niveau et il suffirait seulement que vous puissiez bien regarder votre cours. Beaucoup de choses vous seront révélées lorsque vous allez aborder les questions, les exercices liés à cette partie du cours. Donc, pour aujourd'hui, nous avons terminé et très prochainement, nous allons certainement aborder les ondes stationnaires. Et une fois les ondes stationnaires abordées, nous aurons les interférences lumineuses, mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade. Pour aujourd'hui, nous avons terminé. Merci pour votre attention. À nous revoir la prochaine fois. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.